Bienvenue dans cette vidéo de la Maison du cinéma asiatique. Le 26 octobre 1979, Park Chung-hee, le président de la République de Corée du Sud, est assassiné par le chef de la KCIA, Kim Jae-gyu. La mort de Park Chung-hee marque le début d'un long et douloureux processus de démocratisation pour la Corée du Sud, qui aboutira en 1992 par l'élection d'un civil à la présidence, Kim Young-sam. La présidence de Park fait encore aujourd'hui l'objet de débats houleux en Corée du Sud. Pour certains, il fut l'homme providentiel qui permit au pays de se développer économiquement et d'affirmer son indépendance et son identité sur la scène internationale, résistant aux pressions aussi bien de ses ennemis, Corée du Nord en tête, que de ses alliés. Pour d'autres, il fut un dictateur sans scrupules, n'hésitant pas à user de tous les moyens de coercition à sa disposition pour se maintenir au pouvoir. Cette extrême polarisation de la société coréenne autour de Park fait que le cinéma s'est assez peu attaqué frontalement à l'homme. Mais son assassinat a quand même donné naissance à deux longs métrages, The President's Last Bang et The Man Standing Next. Deux œuvres qui choisissent des angles bien différents pour aborder cet événement majeur de l'histoire moderne de la Corée du Sud. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail ces deux approches. Le 16 mai 1961, un coup d'État militaire met fin au gouvernement civil de Corée du Sud. À sa tête, un major général ambitieux et politiquement habile, Park Chung-hee. Sous inspiration du modèle japonais, aussi bien de la restauration Meiji que le miracle économique d'après-guerre, il met en place un certain nombre de réformes destinées à moderniser et industrialiser l'économie, avec comme idée centrale d'enrichir le pays pour renforcer l'armée. S'appuyant sur les chaebol, des gros conglomérats industriels équivalents aux zaibatsu japonais, la Corée du Sud parvint à connaître un véritable miracle économique, distançant son voisin du Nord. Mais le miracle eut lieu dans la douleur, la majorité de la population devant porter les réformes dans la sueur et le sang. Les conditions de travail dans l'industrie étaient dignes de l'époque victorienne, les bidonvilles autour des cités fleurirent, et toute opposition était violemment réprimée, que ce soit à travers l'intervention directe de l'armée ou via la plus insidieuse police secrète du régime, la KCIA. Park louvoya habilement entre ouverture démocratique temporaire et méthode autoritaire pour affermir son pouvoir et s'imposer de facto comme un président à vie. Quelques films parvinrent à affronter frontalement la censure draconienne du régime pour décrire les aspects les moins glorieux de celui-ci, comme le March of Fools de Ha Gil-jong, qui montre une jeunesse ayant bien du mal à s'épanouir dans ce climat répressif, ou Les gens du bidonville de Bae Chang-ho, décrivant les difficiles conditions de vie des travailleurs venus des campagnes. Mais l'essentiel des films produits durant la période était évidemment favorable au régime, comme La Marche des épouses de Im Kwon-taek, faisant l'apologie des réformes gouvernementales à destination des campagnes. Et ce ne fut que quand la censure commença à se relaxer à partir de la fin des années 1980 que l'on commença à voir fleurir des films critiques envers le leadership de Park Chung-hee. Citons ainsi le Seoul Rainbow de Kim Ho-sun, dénonçant l'exploitation sexuelle des starlets par le pouvoir. Mais si le cinéma sud-coréen entama une véritable introspection critique envers les années de pouvoir de Park Chung-hee dès les années 1980, il fallut attendre le début des années 2000 pour qu'il s'attaque un peu plus frontalement à sa figure. Le premier à le tenter fut The President's Barber de Im Chang-sang. Dans ce film de 2004, Song Kang-ho endosse son habituel costume de Monsieur Tout-le-Monde, un coiffeur officiant à côté de la Maison Bleue, et se retrouve à devenir le barbier attitré de Park Chung-hee. Le portrait qui est fait du dictateur et de la période illustre parfaitement l'ambivalence de la société coréenne à son égard. 어떻게 하셨어요? D'un côté, on a une relative nostalgie, appuyée par un usage abondant de comédie, et une description d'un homme dur mais animé par une vision pour le pays. De l'autre, on a une critique des luttes de pouvoir autour du dictateur, et la dénonciation des abus du régime et de ses multiples violations des droits de l'homme.
Les circonstances de l'assassinat de Park Chung-hee sont connues. Le régime était alors en état de siège, sous la pression conjuguée de la politique morale de Jimmy Carter et de manifestations antigouvernementales dans le sud du pays. Le 26 octobre au soir, lors d'un dîner, Park discutait de ses problèmes avec Kim Jae-gyu, le patron de la KCIA, et de Cha Ji-chol, le chef du service de la sécurité présidentielle. Cha promouvait une politique de répression dure, là où Kim militait pour une approche plus conciliante, une position qui lui valut la critique du président et de son fidèle. Kim Jae-gyu, après s'être absenté un court moment, revint dans la pièce et abattit les deux hommes. Ces événements sont repris fidèlement dans The President's Last Bang que Im Sang-soo réalisa en 2005. Le film est une véritable dénonciation du régime et de la personnalité de Park Chung-hee. Ses réussites économiques sont absentes et Im appuie à la place sur le climat hyper répressif du régime, les exactions des services secrets, les querelles de services et d'hommes, voire même sur la sexualité du leader. Tout le monde en prend pour son grade dans The President's Last Bang. Le fameux dîner occupe logiquement l'essentiel du métrage et est reconstitué avec soin. Les préoccupations du moment de Park, sa détestation de Carter ou sa volonté d'acquérir la bombe atomique sont bien restituées. Et bien sûr, l'opposition entre les deux proches du président sur la manière de gérer les protestations. Toutefois, ce dernier point et l'opposition personnelle qui en découle entre Kim et Cha est finalement assez peu présent dans le métrage, ce qui rend le geste du patron de la KCIA d'autant plus surprenant. Mais tout comme The President's Barber avant lui, The President's Last Bang ne peut pas s'empêcher d'incorporer une large dose de comédie à travers des personnages d'agents gaffeurs ou des situations incongrues. L'inclusion de ces petits moments comiques nuit hélas à l'impact du drame politique qui se joue devant nos yeux. Les motifs derrière le geste de Kim Jae-gyu sont encore aujourd'hui l'objet de multiples conjectures. A-t-il agi en patriote avec l'intérêt du pays en tête? Son geste était-il motivé par le souhait d'établir une véritable démocratie, par la recherche du gain personnel, ou simplement sous le coup de la colère? Le film de Im Sang-soo est plutôt vague sur la question. 15 ans plus tard, c'est spécifiquement à l'assassin que s'intéressa le réalisateur Woo Min-ho avec son The Man Standing Next. Basé sur un livre de Kim Chung-sik paru au début des années 1990, The Man Standing Next se concentre autour de la personne de Kim Jae-gyu, mais aussi sur son prédécesseur à la tête de la KCIA, Kim Jong-wook. Le film s'ouvre ainsi sur le témoignage de ce dernier devant la commission américaine du Korea Gate, un scandale lié au lobbying illégal de parlementaires par le gouvernement sud-coréen. Une bonne partie de l'intrigue tourne autour de l'éventuelle publication de ses mémoires et de la mise en accusation directe des abus liés au régime de Park Chung-hee qui en découleraient. Le véritable Kim disparut effectivement en 1979 à Paris et selon les versions, il aurait soit été ramené à Séoul pour être abattu par Park, soit éliminé par des gangsters français à la demande de la Corée du Sud. Une commission de 2005 conclut qu'il avait effectivement été abattu sur ordre de Kim Jae-gyu. Est-ce que cet acte aurait motivé l'assassinat subséquent du dictateur comme le film le sous-entend? Cela reste ouvert à discussion. The Man Standing Next est d'ailleurs assez habile à établir les différentes motivations potentielles derrière le geste du patron de la KCIA, sans pour autant choisir une justification unique. La rivalité entre le chef des services secrets et le patron du service de sécurité présidentielle est aussi bien mise en exergue, plus que dans le film de 2005. Park lui-même est décrit comme un homme politique rusé, colérique derrière sa façade calme. Son authentique talent pour jouer du divisé pour mieux régner est habilement mis en avant. Le traitement plus proche du thriller politique à l'ancienne permet aussi à The Man Standing Next d'être un spectacle plus satisfaisant pour le spectateur. Mais de par leur manière différente d'aborder cet événement historique majeur pour la Corée du Sud, The President's Last Bang et The Man Standing Next se complètent plutôt harmonieusement,
et mises ensemble permettent d'avoir une bonne idée des circonstances liées à l'assassinat du dictateur. Bien que de nombreux films avant The President's Last Bang avaient déjà mis en accusation le régime de Park Chung-hee, l'attaque frontale sur sa personne par Im Sang-soo fit l'objet de controverses. Ainsi, le fils du dictateur demanda l'interdiction de la sortie du film. La justice refusa de prononcer l'interdiction, mais ordonna au producteur de couper 4 minutes d'images d'archives. Effrayé par la polémique, le distributeur préféra se retirer, et le film sortit au final dans un parc de salles relativement réduit, donnée qui contribua certainement aux résultats décevants au box-office. En dernière instance, les images originellement censurées furent autorisées à être réintégrées, sous condition d'avoir un panneau introductif expliquant que le film était une œuvre de fiction. Mais le mal avait été fait, et le sujet fut considéré pendant plusieurs années par les producteurs comme trop sensible pour mériter d'investir des millions de won. Cela explique qu'il fallut attendre près de 15 ans pour voir une autre œuvre s'attaquer à la personne de l'ancien dictateur. Mais à l'inverse, il est intéressant de constater que The Man Standing Next ne fit lui guère l'objet d'attaques et fut même un succès au box-office coréen. La présence d'une star comme Lee Byung-hun contribua certainement à ce bon résultat. Mais on peut également penser que le passage du temps a fait son office et que la présidence de Park Chung-hee peut être regardée de manière moins passionnelle. La chute de sa fille, Park Geun-hye, en 2017, peut également avoir joué un rôle dans l'activisme réduit des pro-Park ces dernières années. Si la mort de Park Chung-hee fut un premier pas dans la direction de l'établissement d'une véritable démocratie en Corée du Sud, le chemin jusqu'à cet aboutissement fut encore semé d'embûches. Le 3 novembre 1979, Park Chung-hee fut inhumé sous les regards d'une foule en pleurs. Chun Do-hwan, un général dans l'entourage proche de Park, fut nommé à la tête de la commission d'investigation de l'assassinat et en profita pour s'accaparer un maximum de pouvoir, devenant de facto le nouveau dictateur à la tête de la Corée du Sud. L'année suivante eut lieu un autre événement, aussi traumatique que fondamental pour le mouvement, le massacre de Gwangju. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.